OK. À démarrer. Bon. C'est mademoiselle ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle et messieurs, bonjour. Nous allons continuer notre cours que nous avons démarré hier. Nous avons fini la leçon 1 hier. Nous abordons aujourd'hui la leçon 2 intitulée Écologie. Et en faisant ce cours, quel est l'objectif que nous voulons atteindre? L'objectif d'apprentissage que nous voulons atteindre, c'est de répertorier les facteurs écologiques qui impactent la répartition des êtres vivants dans la biosphère. Donc, on vous a dit hier, qu'est-ce qu'on vous a dit? Hier, qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut me faire une petite synthèse de la leçon 1? Nous avons dit hier que les organismes étaient répartis dans la biosphère et que cette répartition ne se faisait pas par le fait du hasard et que cette répartition était impactée par des facteurs, excusez-moi, intrinsèques comme externes à l'organisme. En gros, voilà ce qu'il fallait retenir. Et que la répartition de ces êtres vivants-là se faisait par des unités écologiques. On a essayé de donner quelques unités écologiques. Et après, nous avons dit que cette répartition, j'insiste parce que c'est très important, n'est pas le fait du hasard, c'est impacté par des facteurs du milieu, comme des facteurs de l'individu en question ou de l'espèce en question. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons, au niveau de la leçon 2, intitulée Écologie. L'objectif d'apprentissage, je reprends, c'est de répertorier les facteurs écologiques qui impactent la répartition des êtres vivants dans la biosphère. Et au terme de cette leçon, qu'est-ce que vous devez retenir ou qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est de citer les facteurs écologiques régissant la répartition des êtres vivants et de démontrer les relations entre les êtres vivants pour une ressource disponible et démontrer également l'effet du milieu sur les êtres vivants. OK? Donc, on pourrait retenir quoi? On va étudier les relations entre les êtres vivants et l'effet de l'environnement ou du milieu sur les êtres vivants. Et en même temps que les facteurs écologiques. OK? Donc, cette leçon 2 est structurée en 3 sections. Nous avons une introduction, les définitions de quelques notions de base en écologie, en grand 1. En grand 2, nous verrons l'effet de l'environnement sur les êtres vivants. Et puis, nous allons étudier également en grand 3 la relation ou les relations entre les êtres vivants. Et nous terminerons cette leçon par une conclusion. En introduction, nous retenons que les êtres vivants ne sont pas répartis de façon uniforme. Leur répartition n'est pas non plus le fait du hasard, mais régie par l'écologie du milieu de vie qu'il convient de connaître pour une meilleure gestion de l'environnement. Pour mieux gérer l'environnement, si on ne maîtrise pas tous ces facteurs, on risque de faire du n'importe quoi, n'est-ce pas? OK. Donc, dites-moi de mettre en mode diapo. Voilà. C'est mieux ainsi, non? OK. Donc, nous passons donc, après cette introduction, au grand 2.1, définition de quelques notions de base en écologie. On va bien entendu commencer par définir le terme écologie. OK. À votre avis, qu'est-ce que l'écologie? Pour les quelques rudiments que vous avez, c'est quoi l'écologie?
Oui. Dans une étude de des espèces. OK. Mhm. En tout cas, c'est bien dit. C'est tout? Vous vous inspirez de mon cours ou bien ce sont les acquis? Êtes-vous sûr? Ce sont les acquis? OK. Donc, merci bien. Nous allons passer aux différentes définitions. L'écologie a été créée au 19e siècle par un biologiste allemand, Ernst Haeckel. Et le mot écologie provient de deux mots grecs. Oikos, qui veut dire maison ou habitat, et puis logos, qui veut dire science. On retient donc que l'écologie est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants. Nous en avons retenu deux types de relations. Les interactions entre les êtres vivants et l'environnement, c'est-à-dire les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Et quand on fait ce genre d'études, c'est une auto-écologie. D'accord? Les spécialistes en écologie ne donneront pas ces détails, ils diront qu'ils font de l'auto-écologie. Maintenant, quand le deuxième type de relation que nous allons étudier, ce sont les interactions entre les êtres vivants eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont les interactions entre les êtres vivants simplement. Le milieu n'interviendra pas. Et quand on fait ce genre d'études en écologie, c'est de la synécologie. OK? Donc, si vous voyez synécologie quelque part, ne soyez pas troublés. C'est juste l'étude des interactions entre les êtres vivants. Ça marche? OK. Et cette étude, c'est de la synécologie. On retient une chose où nous pouvons remarquer une chose qui est laquelle, depuis les années 70, l'écologie désigne aussi une forme d'engagement personnel, politique et associatif qui traduit une préoccupation relative à l'impact des activités humaines sur la planète. Donc, quand on veut évaluer ou mesurer l'impact de ces activités humaines sur la planète, on dit ce sont des écologistes. On entend ça souvent à la télévision, ce sont des écologistes. Ça, ce ne sont pas des écologistes véritablement, mais ils essaient de faire en sorte que l'impact de ces activités humaines-là soit amoindri. Ce ne sont pas forcément des spécialistes en écologie. Donc, quel est l'objet d'étude de l'écologie? Quand on fait de l'écologie, il faut avoir un objet d'étude. Ici, nous avons retenu 4 types. Il y a l'individu ou l'espèce individuelle, la population, la communauté et l'écosystème. OK? Donc, quand on se focalise, quand on fait l'écologie en se focalisant sur un individu, on est en train de faire de l'auto-écologie. Quand on prend en compte la population, c'est la démo-écologie. Il y a une petite erreur. Et quand on étudie la communauté, c'est la synécologie. Et quand on va faire l'étude de l'écosystème, c'est l'écosystémologie. OK? Donc, ces petites définitions sont importantes à savoir parce qu'elles vous permettront de savoir quel est le type d'étude qu'on est en train d'entreprendre. Et pour faire ces études, il faut connaître les thèmes. Qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'une population? Qu'est-ce qu'une communauté? Et qu'est-ce qu'un écosystème? N'est-ce pas? Donc, ici, quelle est la définition d'un individu? Ils ont déjà lu. À votre avis, qu'est-ce qu'un individu? Un individu ou une espèce individuelle, comme je l'ai représenté sur cette image, la souris ici n'apparaît pas là-bas. Comment je fais pour qu'elle apparaisse? Elle apparaisse. Outil, stylo. On va essayer ça. OK. Donc, ici, où il y a la grenouille isolée,
c'est un individu ou une espèce individuelle. Donc, c'est un groupe d'êtres vivants pouvant se reproduire. Hier, on l'a vu dans la vidéo. Oui? Oui. Espèce individuelle. En fait, l'individu ici, c'est l'espèce. Vous comprenez? Puisque c'est en opposition à la population et à la communauté. Vous comprenez? Donc, c'est l'espèce, Pardon? Moi, ici, je prends plus la notion de... Oui. C'est l'espèce considérée individuellement. Vous comprenez? Un individu, c'est un groupe. Comment je pourrais l'expliquer? J'ai mis un individu. En fait, dans la tête que j'avais, c'est l'espèce considérée individuellement. N'est-ce pas? Maintenant, dans la population, c'est plusieurs individus de la même espèce. Parce que hier, la définition que nous avons eue, c'était une vidéo, non? Dans cette vidéo, on nous a défini que pour considérer la définition d'une espèce, il faudrait que les populations, les individus de la population puissent d'abord s'accoupler, donner des descendants, et donner des descendants, ça suppose qu'il y a la notion de fertilité, n'est-ce pas? Les individus qui sont d'espèces différentes, quand ils vont s'accoupler, ça ne va rien donner. Donc, cette notion d'accouplement est très importante dans la notion d'espèce. Il doit avoir une descendance, enfin un accouplement. L'accouplement doit être fertile pour donner un descendant. Vous voyez, c'est un peu ambigu. D'accord? Donc, ici, vous pouvez retenir l'individu. Mais cet individu est aussi une espèce. C'est aussi une espèce, n'est-ce pas? Maintenant, à côté de cet individu, nous avons la population. Vous êtes tous des étudiants? Purs étudiants ou bien étudiants travailleurs? Purs étudiants. Donc, le stylet sert-il? OK. OK. C'est bon, ça peut. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un groupe d'êtres vivants pouvant se reproduire en eux et puis interféconds et dont la descendance est fertile. C'est plusieurs notions qu'il faut prendre en compte. Maintenant, au niveau de la population, c'est un ensemble des individus d'une même espèce. Quand on parle, en fait, j'avais dans la tête, est-ce que je ne sais pas, quand on va faire une étude, on ne considère pas un individu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est dans le cadre d'une étude. Ce n'est pas un individu qu'on va étudier sur le terrain. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est une espèce qu'on va prendre en compte sur le terrain, dans l'écosystème, dans le milieu. Ce n'est pas un individu qu'on va suivre dans le milieu. Non. OK? Vous ne comprenez pas bien parce que vous voyez une espèce, bon, c'est un groupe. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Juste. OK. En fait, quand on fait ces études écologiques, c'est l'espèce qu'on considère, ce n'est pas l'individu. Imaginez un homme. Quand on prend l'exemple d'un homme, on veut étudier par exemple le comportement des hommes. Est-ce que, en considérant le comportement d'un seul homme, vous suivez? Vous pouvez décrire le comportement des hommes? Non. Vous comprenez? Donc, et je veux expliquer, la notion est là, mais je ne sais pas quel exemple concret prendre pour que ça soit assez explicite. Bref, peut-être que quand on va revenir, je pourrai donner un peu plus d'explications.
Donc, on vient maintenant à la notion de population. On dit que c'est un ensemble des individus d'une même espèce. Et ici, j'ai représenté un groupe de grenouilles. OK? Pourquoi ce groupe de grenouilles? Parce qu'on a parlé de population. Et une population, ce sont les individus de même espèce qui prennent en compte la population. D'abord, dans un premier temps, n'est-ce pas? Parce qu'après, c'est quand les autres individus les autres populations vont s'associer qu'on va parler de communauté. Pourquoi communauté? Parce que dans cette communauté, on aura quoi et quoi? On aura ici, ça le démontre assez clairement, la communauté, c'est un peuplement et c'est également la biocénose. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des êtres vivants de toute espèce végétale et animale coexistant dans un espace défini appelé biotope. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez observer? On peut voir là, qu'est-ce que c'est? Où il y a le pointeur rouge. Ah, ça n'apparaît pas là-bas. CTRL E, mais j'ai déjà sélectionné le stylet. CTRL E. CTRL E. Vous voyez? Non. Qui peut m'aider? Bon, qu'est-ce que vous pouvez me décrire l'image que vous voyez? Nous voyons un homme, nous voyons des oiseaux, nous voyons un papillon, n'est-ce pas? Un renard, des poissons, et puis quoi d'autre? Un lézard, ainsi de suite. Des zèbres. Donc, c'est tout ce bloc-là qui représente la communauté. D'accord? Et cette communauté est composée de quoi? Nous avons des espèces d'oiseaux, des espèces de quoi? De poissons. Là, on a combien d'espèces de poissons? Je crois au moins 2 espèces, non? 2 ou 3 espèces de poissons. Il y a même des grenouilles là. Donc, c'est tout ce bloc-là qui représente la communauté, la végétation, les animaux de différentes espèces, ainsi de suite. Et ils vivent où, ces organismes? Ils vivent dans un milieu. Et ce milieu est appelé biotope. Donc, ici, j'ai décomposé. Vous voyez ici la végétation, les différents éléments composés de l'homme, de l'oiseau, de l'héron, du renard, ainsi de suite. Et puis ici, j'ai enlevé ces êtres vivants du milieu, parce qu'ils ne font pas partie du milieu ou bien du milieu. OK? Donc, le biotope, qu'est-ce que c'est? C'est le milieu qui représente l'ensemble d'éléments caractérisant le milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui héberge une flore et une faune spécifiques. On passe maintenant à la notion d'écosystème. C'est un ensemble relativement homogène. Maintenant, cet ensemble est composé de quoi? C'est composé du biotope et puis des éléments qui vivent dans ce biotope. OK? Donc, ici, on a représenté le biotope en bleu et la biocénose ou l'écosystème, pas l'écosystème, ou la communauté en vert avec toute sa composition. Et puis ici, nous avons combiné les 2 éléments, le milieu et le peuplement. Ça va? On peut continuer? C'est pas compliqué, non? Mais vous ne répondez pas avec conviction. OK. Donc, on est toujours au niveau de la définition de quelques notions de base en écologie. Ici, nous allons définir ce que c'est qu'un facteur écologique. On dit qu'un facteur écologique, c'est un élément de l'environnement qui agit sur un être vivant et influence son développement. N'est-ce pas? Et que les facteurs écologiques sont classés en 2 familles. Nous avons les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Concernant
les facteurs abiotiques, on distingue deux types de facteurs abiotiques, les facteurs climatiques et les facteurs physico-chimiques non climatiques. Comme facteurs climatiques, nous avons la température, l'éclairement, l'hygrométrie, la pluviométrie, et puis les autres facteurs, comme on a cité, la vidéo a mis en exergue hier, il y a le vent, la neige et tout le reste. Et au niveau des facteurs physico-chimiques non climatiques, on peut mettre en exergue ces facteurs dans deux types de milieux. Le milieu aquatique, au niveau du milieu aquatique, nous avons la pression de l'eau, la teneur en sels minéraux et la teneur en oxygène dissous. Au niveau édaphique, c'est-à-dire au niveau du sol, nous avons la granulométrie et puis la composition chimique du sol. Concernant les facteurs biotiques, nous pouvons distinguer deux types d'interactions, les interactions intraspécifiques et les interactions interspécifiques. Les interactions intraspécifiques, ce sont les interactions au sein des individus d'une même espèce, et les interactions interspécifiques, ce sont les interactions entre les individus d'espèces différentes. Un être vivant influence des facteurs écologiques sur les êtres vivants. Donc, un être vivant présente pour chaque facteur écologique des limites de tolérance entre lesquelles se situe la zone de tolérance et l'optimum écologique. Ça, vous comprenez? Mais vous suivez sur vos ordinateurs. Qu'est-ce que vous regardez sur vos ordinateurs? C'est une question générale. Donc, fermez vos ordi et puis suivez. Je vois que vous êtes concentrés sur vos ordinateurs alors que c'est projeté. Ou bien vous regardez la même chose sur vos ordi. Oui. Il y a remarqué qu'il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas avoir ici. On s'est juste orienté. Oui, mais le cours, si on veut le faire, avant quand on le faisait, c'était plusieurs heures de cours. C'était plusieurs heures de cours. Là, on synthétise le cours, on vient donner les éléments essentiels du cours. Donc, il y a le cours en PDF, et puis ce que nous vous présentons n'est que le résumé que vous devriez savoir généralement. Comprenez? C'est les parties essentielles du cours que nous vous présentons. À partir de ce support, vous pouvez maintenant comprendre le cours aisément. C'est bon? Donc, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Je pense qu'il serait bon de suivre la substance et puis après, vous allez associer les détails. Parce que dans le cours, il y a beaucoup de détails. Mais ici, nous présentons le squelette et les éléments majeurs du cours. Donc, si vous suivez là-bas et en même temps ici, vous n'allez rien comprendre. Suivez ici et après, vous allez associer les explications au cours qu'on vous a donné. Donc, le cours là-bas, quand on veut le faire, c'est à peu près 20 heures ou 25 heures qu'il nous faut pour vous donner la totalité du cours. Là, on est en train de synthétiser en vous donnant ces quelques explications pendant le cours en foire. OK? Donc, on peut représenter c'est la courbe de tolérance et de l'optimum écologique sous forme de cloche. Qu'est-ce que cela représente? Ici, voici cette courbe en cloche. OK? Nous avons ici, on fait simple, ici le minimum, là le maximum et le sommet de cette courbe représente la zone optimale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, vous voyez bien qu'on a mis espèces rares. Est-ce que quand les conditions ne sont pas réunies, on peut trouver les espèces? Je prends le cas de l'homme. Dans les zones polaires, est-ce que la population est dense? La population humaine est dense? Non. Dans les déserts, est-ce que cette population humaine est dense? Non.
parce que les conditions ne sont pas favorables à son existence. Mais là où les conditions sont favorables, je prends le cas de la zone tropicale. Il y a du monde, c'est assez peuplé. C'est cet exemple-là qui est là. OK? Donc, quand les conditions ne sont pas réunies, totalement réunies, on a très peu d'individus ici, espèces rares. Quand c'est le minimum, c'est rare. Quand c'est le maximum, c'est rare. Je prends l'exemple des zones polaires. On a combien? 2 degrés, non? On a autour on va des fois dans les 0, moins jusqu'à ainsi de suite, moins. Ouais, on a très peu d'hommes là-bas. Quand il fait excessivement chaud aussi, il y a très peu d'hommes. Mais quand les conditions sont favorables, il y a du monde. N'est-ce pas? Je prends l'exemple de l'homme que nous connaissons assez bien. Donc, c'est pareil pour tous les autres animaux. Pour vivre dans un milieu, on est toujours en train d'expliquer pourquoi est-ce que la répartition n'est pas uniforme et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas effectivement hasardeuse. C'est régi par des facteurs et ce sont ces facteurs que nous sommes en train d'énumérer. Donc, à l'échelle individuelle, quel est l'impact de ces facteurs sur les organismes? Donc, à l'échelle de l'individu, l'environnement peut faire quoi? Peut diminuer ou augmenter la survie, la croissance, la fécondité et la dispersion des individus. Elle peut également modifier le comportement, notamment le comportement de dispersion et le comportement social. À l'échelle de la population, qu'est-ce qui se passe? L'effet de l'environnement peut faire quoi? Peut engendrer la croissance ou la décroissance de la population. Elle peut même impacter l'extinction d'une population ou encore déterminer les limites spatiales de cette population. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ici, diminuer ou augmenter la survie, la croissance, augmenter la dispersion. Est-ce que ça n'influe pas ici sur la communauté ou la population? C'est quand ça agit sur un que ça va impacter toute la population. Okay? Donc, ce qui va agir sur un individu va forcément agir sur toute la population. OK? Donc, nous passons maintenant au niveau des interactions, des relations entre les êtres vivants. On a ici égrené les facteurs écologiques qui impactent la dispersion ou la répartition des êtres vivants. On passe maintenant à une autre phase, aux interactions entre ou les relations entre les êtres vivants. OK? Les principales interactions intraspécifiques, c'est-à-dire entre les individus de la même espèce, vont engendrer quoi? Une lutte pour la ressource, une lutte pour un territoire, une position hiérarchique, une lutte pour un partenaire sexuel. Vous pouvez me donner quelques exemples dans chaque cas? Chacun va me donner un exemple dans chaque cas. On est en train de parler des interactions intraspécifiques, c'est-à-dire des interactions entre des individus d'une même espèce. L'exemple de l'homme. Oui. Lutte pour un partenaire sexuel, par exemple, sur le lion. Oui. Le mâle, je dis à ça, les autres lions peuvent casser. Et s'ils sont pas le mâle dominant. Le mâle dominant. Il faut préciser dominant. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent les défier. Ils mettent à mal son autorité. OK. On peut avoir un autre exemple rapport à la lutte pour le territoire. Le territoire, c'est pareil encore chez les lions. Là-bas, ils ont un territoire bien large. Donc, le mâle qui ne s'occupe pas de la chasse parcourt le territoire pour s'assurer que c'est bien sécurisé. Qui soit. OK. Donc, ça va, vous comprenez? Il reste un dernier exemple. Pour des ressources, bon, c'est la même chose, des ressources alimentaires. Donc, ça va, c'est assez simple.
On passe maintenant aux interactions interspécifiques. Un exemple, on dit que les principales interactions interspécifiques, c'est-à-dire les interactions entre individus d'espèces différentes, nous avons la symbiose, le mutualisme, le commensalisme, le parasitisme et la prédation. Et hier, quand on regardait la vidéo, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler de toutes ces notions. Donc, on pourrait également de nouveau aujourd'hui regarder la vidéo d'hier pour avoir un peu plus de détails sur ces différentes notions. OK? Donc, je pense que on va regarder la vidéo d'hier pour meubler, pour nous donner un peu plus d'explications par rapport à ces différents thèmes. Mais je crois que vous avez aussi un quiz, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu ça? Un exercice à faire par rapport à ces différentes définitions. Ce que vous avez demandé, c'était de faire le résumé de la vidéo. Il y a des quiz. Des quiz. Il y a quiz et puis vidéo. Dans les quiz, on n'en a pas fait. C'est sur 2 semaines. C'est fait, on vous a donné les quiz sur 2 semaines. Donc, vous n'avez pas fait cet exercice. Vous avez regardé la vidéo. OK. Donc, on va regarder la vidéo d'hier et puis regarder également une seconde vidéo si le temps nous le permet. Donc, on va faire un break. Aujourd'hui, on a combien de personnes en ligne? 4. Vous êtes dedans aussi? Non. Stop. C'est la pause, non? On va faire un stop. OK. Donc, concernant les relations entre les êtres vivants, oui, les facteurs écologiques vont déterminer, je ne sais pas si on l'a déjà fait, les facteurs écologiques vont déterminer la répartition géographique des espèces. Ces espèces se développent dans les zones climatiques qui leur conviennent. La densité des populations, ça va être, les facteurs écologiques vont également déterminer la densité des populations et l'apparition d'adaptations. Notamment, ça on l'a déjà fait, les modifications du comportement et les modifications, les adaptations liées au métabolisme. En conclusion, nous pouvons dire quoi? Au niveau de la leçon 2, on peut retenir que plusieurs niveaux d'organisation des êtres vivants ont été définis par les scientifiques. Nous avons les individus, l'espèce, la population, la communauté et l'écosystème. Tous ces éléments sont sous l'effet des facteurs écologiques qui les conduisent à évoluer dans l'espace et dans le temps. Ces facteurs sont donc à l'origine de la répartition hétérogène des êtres vivants. Donc, voilà le résumé que nous pouvons faire de la conclusion, que nous pouvons tirer au thème de cette leçon 2. On va donc visualiser maintenant les vidéos qui vont nous donner un peu plus de détails sur les différents facteurs écologiques, sur les interactions interspécifiques et les interactions intraspécifiques au niveau de ces facteurs écologiques. Donc, je pense que, est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, on va clôturer le cours et puis passer aux vidéos qui vont nous donner un peu plus de détails sur ces éléments, ces notions que nous venons de connaître. Est-ce qu'il y a des questions? La prochaine fois, vous allez fermer vos ordi et puis on va suivre directement à l'écran. Ça serait plus simple. Il n'y a pas de questions? C'est tellement simple que vous avez tout compris. Ça va dans l'ensemble? OK, donc on clôture ici la leçon 2.
On passe aux vidéos qui nous permettront d'expliquer, de donner un peu plus de détails. Donc, on va faire une pause.